Berkoff dans tous ses états. Qu'est-ce que l'extrémisme qui mène au génocide ? Qu'est-ce que le fanatisme qui mène à tuer des millions et des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ? Dans la tête des SS, on y va. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et dans la tête des SS, c'est le titre de l'ouvrage de votre invité qui est publié chez Albin Michel. On accueille tout de suite Serge de Sampigny. Alors Serge de Sampigny, j'ai lu ce livre qui est absolument passionnant parce que c'est vrai que on se dit, enfin pour nous on se dit c'est fini, les SS, on est en 2019, ça a terminé, c'est terminé en 1945, on sait qu'il y a eu la chasse au Eichmann, la chasse aux Barbie, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on dit, eh bien vous, non, vous les avez trouvés, vous les avez interviewés, vous les avez parlé d'abord pour un documentaire pour la télévision et surtout un livre. Et ce livre-là, il est à la fois passionnant et terrifiant. Passionnant parce qu'il montre comment ça se passe dans leur mental, et puis terrifiant parce qu'on se dit que mais il y a peut-être d'autres nazismes aujourd'hui et d'autres formes de nazisme. Mais d'abord, comment vous avez procédé ? Comment vous êtes allé ? Comment vous les avez retrouvés ? Je faisais des recherches dans une source d'archives en Allemagne, une petite source d'archives où je lisais des témoignages, des lettres de soldats allemands qui étaient en poste à Paris pendant l'occupation. Je faisais un documentaire sur la libération de Paris à cette époque-là. D'accord. Et tout d'un coup, on m'amène des mémoires écrits par un SS. Vous savez, quand vous voyez SS, ça fait 2 lettres, ça attire le regard un peu. Alors je regarde et l'archiviste allemand me dit, mais vous savez, il habite pas loin et il vit toujours. Alors, moi, bêtement, je pensais que tous ces SS... Vous parlez allemand ? Vous lisez l'allemand ? Ouais, j'étais avec une traductrice. D'accord. D'accord. Et je pensais bêtement qu'ils étaient tous morts, soit en prison, qu'ils avaient été exécutés à la Libération. Puis il me dit, il est à 15 km. Et puis il me dit, d'ailleurs, j'ai son numéro de téléphone, si vous voulez, vous pouvez l'appeler. Alors c'est ce qu'on a fait, et on est tombé sur une espèce de grand-père qui avait une voix tout à fait normale, sympathique, j'ose dire, et qui nous a dit, il nous a dit... Tchuss, vous voyez, comme on dit, à bientôt, salut, quoi. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. Très cordial, quoi. Très cordial, avec un langage très parlé. À l'entendre, c'était pas du tout un SS, si vous voulez, comme on se le représente, le couteau entre les dents. C'était un pépère, sans histoire, et qui vous invitait à prendre le thé. Donc, vous êtes allé le voir ? Alors, pas celui-là, parce que ça s'est mal goupillé, mais d'autres. Et finalement, avec une équipe d'enquêteurs importante dans toute l'Europe et en Amérique du Sud. Ah oui. Vous êtes d'accord. On n'a pas trouvé en Amérique du Sud, mais en Europe, on a pris contact avec une quarantaine de SS, et la moitié d'entre eux, 20, ont accepté de me recevoir chez eux pour une interview filmée. Voilà, c'est ça l'histoire. Et alors justement, parce que vous racontez effectivement, qu'est-ce que vous, Serge de Sampigny, vous dites que ça a duré 5 ans, vous aviez évidemment d'autres documents que vous faisiez, d'autres enquêtes, etc. Mais je voudrais que vous me disiez, vous, qu'est-ce qui est ressorti ? Voilà des gens qui, effectivement, étaient, on sait très bien, au service de quelle cause, et qui étaient absolument et fermement, et comme sont les fanatiques d'aujourd'hui, absolument dévoués et persuadés que leur cause était la bonne, le Reich millénaire, etc., etc., etc. Vous avez senti, est-ce que c'est varié entre les regrets, les remords, ou pas du tout ? En général, c'était j'assume, c'était comme ça, et c'était bien. C'est comme tout le monde, il y a de tout. Il y a certains SS, par exemple, je pense à Alain qui est mort il y a quelques semaines, qui était à Hanovre, qui était dans la jeunesse hitlérienne. Il me disait, à 5 ans, je mangeais déjà des bonbons où il y avait la croix gammée. À 10 ans, il était antisémite au dernier stade. Ils ont subi tous ce lavage de cerveau. L'endoctrinement, oui, de départ. Voilà. Mais celui-là, juste après la guerre, s'est aperçu que c'était absolument n'importe quoi, qu'il avait été complice d'une entreprise effrayante, et il s'est mis à tourner à gauche et à faire des interventions dans les syndicats, dans les écoles. Il était au SPD, le Parti social-démocrate allemand. Je suis tombé sur d'autres qui n'ont absolument rien renié de leur engagement de jeunesse. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, cela ? Parce que je voudrais que les auditeurs qui n'ont pas lu encore votre livre, et j'espère qu'ils le liront, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, mais oui, mais c'était la bonne cause, ils avaient raison, malheureusement on a été vaincus, et voilà, si on n'avait pas été vaincus, c'est ça un peu le... Oui, alors c'est malheur aux vaincus, mais sinon on aurait... Voilà. Oui, c'est ça. Il y en a même qui osent dire, vous savez, on avait raison avant les autres. Regardez l'Europe aujourd'hui, ce qu'ils appellent l'invasion en provenance du Sud, et ils y vont sans vergogne, quoi. Alors, à l'époque, c'était l'antisémitisme. Ils
ils comprennent bien que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un langage antisémite, même s'ils le restent au fond d'eux-mêmes. Mais ils ont peur des législations qui permettraient de les conduire devant un tribunal. Ils sont prudents dans leurs paroles. Voilà, dans l'expression. Mais par contre, sur l'idée que l'Europe perdrait son âme, que l'Europe perdrait son identité, là, ils se lâchent complètement et ils estiment avoir été précurseurs. Donc certains ne regrettent rien du tout. Alors évidemment, si vous voulez, quand vous rentrez dans un salon, qu'à droite, il y a un buste d'Hitler, à gauche, il y a un poignard SS et une statuette en bois d'un juif de l'Est tel que les nazis le figuraient à l'époque, avec un nez crochu, avec des choses comme ça. Bon, qui sont dans leur salon, qui sont là. C'est ça. Avec des photos partout, on voit ce monsieur qui a forcément entre 92 et 95 ans et qu'on voit jeune homme complètement extatique parce que passe devant lui le Führer, Adolf Hitler, à 2 mètres de lui, quoi. Ça fait un drôle de... Ça fait un petit choc et il ne s'attendait pas, je pense, à me convaincre. En revanche, tous ces gens-là considèrent que, étant les perdants de l'histoire, comme vous le disiez, ils n'ont plus le droit à la parole. Moi, mon idée, c'est évidemment pas de leur donner la parole comme on donne la parole à ceux qui sont leurs victimes. Vous connaissez la phrase de Jean-Luc Godard. Hein. L'objectivité, 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. Alors moi, je ne veux pas dire que la parole des uns équivaut à la parole des autres. Bien évidemment, on comprendra ça. Pour autant, je pense qu'il est intéressant d'entendre ce qu'ils disent. Si vous voulez, d'une manière générale, je pense que le nazisme, il ne suffit pas de le condamner. Là, tout le monde est d'accord, sauf quelques fous à droite à gauche. Mais là, on est d'accord. Il s'agit de le comprendre. Alors, tout le monde est pour comprendre les choses, mais il y a plusieurs manières de comprendre les choses. Soit vous faites des livres universitaires formidables, et évidemment, il les faut. Vous allez dans les archives, vous étudiez les événements, les grands mouvements d'opinion. Soit vous avez une démarche un peu plus journalistique, qui consiste à aller voir les gens, aller voir les témoins, comme on dit, et essayer de voir ce qu'ils ont dans la tête. Et d'inverser la perspective en se disant... Voilà, si je me mets, je vois pas les choses d'aujourd'hui en étant anti-nazi moi-même, j'essaye de faire l'exercice intellectuel de se mettre dans... C'est difficile, hein. C'est un peu une gageure. Oui, mais quand vous dites comprendre, on en jouait bien, Serge de Sampigny, mais comprendre, bien sûr. Mais au fond, là, c'est quelque chose qui est passé. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, parce que vous avez fait l'enquête, et encore une fois, l'enquête passionnante, vous êtes allé, donc, comme on dit, sur le terrain, c'est ça, l'enquête. Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'au fond, ce n'est pas le nazisme? Parce que, effectivement, les gens qui disent les heures les plus sombres et qui reviennent toujours à ça, vous savez, la fameuse réductio ad Hitlerum qui permet n'importe à qui de dire n'importe quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, donc, quelque chose d'équivalent au nazisme pourrait exister? Est-ce que quand vous êtes sorti, faire ce livre, faire le documentaire pour la télévision, est-ce que vous dites, au fond, ce qui les a amenés à ça pourrait, dans d'autres circonstances et d'autres causes, les amener au même mouvement de mort et d'instinct de mort et d'instinct de destruction? Oui, on a envie de dire, vous savez, il y a cette phrase « comparaison n'est pas raison ». Donc, comparer des choses d'il y a 75 ans avec des choses aujourd'hui, il faut faire très attention parce que souvent on est faux. Mais malgré tout, il me semble qu'il y a des éléments communs à tous ces fanatismes d'hier et d'aujourd'hui, y compris le fanatisme pendant la Renaissance, sous le Moyen-Âge, etc. Moi, mon but, au début, quand je me suis lancé dans cette enquête, c'était de dire, bon voilà, on a évidemment un fanatisme qui s'exprime aujourd'hui. Pas besoin de donner les flèches, on voit, absolument, ça peut être le fanatisme islamiste, terroriste, ça peut être le fanatisme... Il y a des descendants directs en Allemagne, vous avez un parti qui s'appelle le NPD, qui sont les néo-nazis, quoi. Enfin, c'est pas eux qui massacrent en ce moment. Alors, ils font quand même des attentats. Hein. Regardez, la semaine dernière, c'est pas forcément ce parti, mais dans la ville de Halle, il y a eu quand même des attentats. Il y en a eu dans les pays scandinaves, il y en a quand même un peu partout. Il y en a aux États-Unis, il y a des types d'extrême droite qui y vont et qui tirent. Oui, mais aujourd'hui, le mouvement, mais revenons à la cause, justement. Enfin, à la cause. Vous étiez parti là-dessus et vous disiez, au fond, il y a des choses quand même qui se retrouvent. D'ailleurs, effectivement... Voilà. Il me semble, moi, mon but, c'est un peu une gageure, c'est une difficulté, c'est un peu gonflé. Hein. C'est-à-dire que si on veut comprendre les fanatismes d'aujourd'hui, on a un exemple d'hier, c'est la SS. Et en essayant de comprendre comment un petit bébé, dans son berceau, sur lequel se penche une mère aimante, souvent... Comment ce petit bébé devient 20 ans plus tard un criminel de masse? Bon, en rencontrant les anciens nazis, j'ai émis
l'hypothèse qu'on peut donner des clés pour comprendre ce qui se passe dans la tête des fanatiques d'aujourd'hui. Voilà. Oui, je pense effectivement, alors je ne fais pas un système politique, si vous voulez, ça dépasse mes capacités, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a des éléments communs. Voilà. Ouais. Et je crois, alors après on peut discuter, et je suis pas sûr d'avoir... Quels éléments communs? À la base, je crois qu'il y a une humiliation toujours, ou plus qu'une humiliation, il y a un sentiment d'humiliation. Alors, je ne veux pas tout confondre, mais je crois que ce qui est sûr, c'est que chez les Allemands des années 20-30, il y a cette idée insupportable qu'on a eu plus d'1 million de morts, qu'on a perdu la guerre. Or, on est une jeune nation qui s'est constituée 45 ans plus tôt. Et après l'humiliation, donc je vais vite parce que malheureusement... Oui, bien sûr. Non, mais on ne va pas faire un cours. Mais en gros, il y a un gars qui arrive. C'est un espèce de gourou qui vous restitue votre fierté, votre amour-propre. Vous avez un mécanisme de subjugation, vous êtes subjugué par ce monsieur-là qui va vous laver le cerveau complètement. Voilà. Tout ça, c'est un mécanisme, je pense, je ne veux pas comparer Hitler et Ben Laden, si vous voulez, mais, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Voilà, absolument. Voilà. Et puis, je vous en prie. Non. Et en tout cas, vous avez formidablement réfléchi. Moi, je renvoie à votre livre, vraiment, parce que justement, hier, ça peut... Comparaison n'est pas raison, vous avez raison, mais hier peut expliquer et doit aussi expliquer aujourd'hui. Et comment on devient un criminel, en tout cas. C'est un peu la problématique de ce livre. Dans la tête des SS, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies aux éditions Albin Michel. C'est l'ouvrage de notre invité Serge de Sampigny. Merci à vous, Serge de Sampigny. Restez avec nous à l'écoute de Sud Radio. À partir de maintenant, vous nous appelez 0826 300 300. Dans quelques instants, on vous donne la parole en compagnie d'André Berkoff. Ce sera juste après les informations. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, avec Serge de Sampigny, auteur de Dans la tête des SS, auditeur, je vous attends. À vous de prendre la parole. Et vous la prenez au 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Yves qui nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour à vous, Yves. Bonjour, Yves. Bonjour. Oui. Alors, moi, je me réjouis que la question des grandes guerres revienne dans le débat public. Et je vais essayer de dire pourquoi en quelques mots. Oui, allez-y. Tout simplement parce qu'elle pose la question des limites de conception du progrès qui ont prévalu au XIXe siècle. Donc, en ce sens, c'est tout à fait d'actualité. Alors, on sait très bien ce qui s'est passé. Alors, effectivement, là, vous venez de développer sur la guerre de 39-40. Hein. Oui. Ce qu'il faut bien voir un peu, c'est que ces grandes guerres, et ce sont des guerres industrielles, hein, qui commencé avec la guerre de sécession aux États-Unis, et puis ce qu'on a connu en France et en Europe avec la guerre de 14 et la guerre de 40. Hein. Oui. Et ce sont ces grands revers de médaille et ces retours de bâton qui ont tracé les limites de ce progressisme technoscientifique auquel on pouvait croire au 19e. Hein, il y avait des choses remarquables au 19e. Ouais. Hein, il y avait Gustave Eiffel, il y avait... Bien sûr, il y avait le progrès. Enfin, on avançait vers une civilisation, vers le bonheur pour tous. Quoi. Mais il y avait des raisons d'y croire. Est-ce que j'insiste bien? Il y avait des raisons d'y croire. Hein, bien sûr. Bon, et puis alors, à condition d'être plutôt du bon côté de la machine que du mauvais, du bon côté du capital que du mauvais côté du capital. Hein, pour comme bien préciser les choses. Enfin, il y avait des raisons d'y croire. Hein, voilà. Et je pense que effectivement, ces limites un peu de ce progressisme technoscientifique ne devraient pas manquer d'interpeller aujourd'hui, hein, parce que elles restent quand même très très datées. Voilà. Donc c'est là-dessus que je voudrais insister. Très bien. À propos de votre émission. Oui, merci Yves. Serge de Sampigny, qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de progressisme? Est-ce que ça jouait un rôle ou ça joue un rôle effectivement? Ce que je peux vous dire, c'est que chez les SS que j'ai rencontrés, la plupart disent qu'ils se considèrent comme la quintessence de la civilisation. C'est-à-dire que nous, quand on voit l'action des SS, c'est évidemment la barbarie. Ils ont ensanglanté l'Europe. Ils ont provoqué par leur action des millions de morts, mais eux disent que eux se prétendaient comme la fine fleur de l'avancée civilisationnelle. Voilà, le progrès c'était eux, hein, c'est ça. Bien sûr, il faut, je pense, inverser la perspective pour essayer de se dire ce qu'il y avait dans la tête de ces gens-là à l'époque, parce que si on les regarde rétrospectivement, bien sûr, on voit que leurs œuvres, il faut voir leurs intentions. Leurs intentions, absolument. Et ils étaient à la pointe du progrès, comme on dit. Allez, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Autre sujet, Benoît qui il veut revenir sur l'improbable imbroglio médiatique autour de la fausse arrestation. Bonjour Benoît. Bonjour à vous, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, allez-y. Allez-y, je trouve cette histoire assez symptomatique de l'état de la presse, et pas que française d'ailleurs, qui
qui veut calquer à tout prix sur la rapidité des réseaux sociaux et qui du coup ne fait plus du tout aucune enquête. À croire que 3/4 des journalistes sont bons pour faire du closer ou de la presse people, quoi, tout juste. Même des journaux sérieux, parce que la déontologie, si on respecte un peu la charte de Munich, voudrait qu'on ait d'abord des sujets libres et des enquêtes fournies. Et là, on voit bien qu'ils ont été pris la main dans le sac sur une info qui a été trop rapide et non vérifiée et qui, du coup, discrédite totalement les journalistes. Déjà que l'environnement n'est pas favorable vu la couverture qui a été faite sur les Gilets jaunes. Déjà, je ne parle pas de Sud Radio qui restait quand même qui restait correct. Oui, je crois, oui, quand même. Non, mais je vous entends. Non, mais Benoît, je vous entends très bien. Je veux pas aller à la défense. Je crois qu'il faut pas généraliser. Je crois qu'il y a eu un vrai problème. Vous avez raison. On en a parlé ce matin. J'en ai parlé ce matin. Le vrai problème, en tout cas, ça a été effectivement, il y a un piège. Il y a un piège dans lequel effectivement les journalistes, un double piège, je dirais, sont enfermés. C'est la nécessité de retransmettre très vite l'information, et c'est tout le piège et le problème des infos continues, des chaînes d'infos continues, etc. Et qui fait que, vous savez, jusqu'à présent, il y avait quelqu'un qui était pratiquement inexpugnable. Je vous dis, c'était la Bible, c'était l'Évangile, c'était l'AFP. Et alors tout le monde suivait l'AFP. Je rappelle simplement quelque chose. Il y a eu un petit truc que l'AFP avait. Vous vous rappelez qu'il y a eu la mort de Martin Bouygues pendant une matinée. On s'est demandé si Martin Bouygues était mort. Ça avait été véhiculé par un correspondant de l'AFP. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut être extrêmement précautionneux, mais il y a ce problème aujourd'hui de cette information de masse qui fonce et qui n'excuse rien, qui n'excuse pas effectivement la nécessité d'informer, mais qui montre que c'est très difficile. Il y a quasiment plus de journaux d'investigation. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Et je vais vous dire, je suis le premier à le déplorer. Je trouve que le journalisme, c'est la mise en perspective, c'est la hiérarchie des priorités, et c'est d'abord l'enquête, justement. Pour reparler... Oui, allez-y. Je ne sais pas si... je vois passer la mise en examen de député de la République En Marche, M. Thierry Solaire. Oui. Cette délit. Est-ce que ça va être relevé? Est-ce que des fois, il n'y a pas quand même une géométrie variable sur l'importance des sujets? Qu'il y ait des deux poids et deux mesures, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, on peut espérer quand même que la presse est suffisamment, la radio et la télévision sont suffisamment diversifiées pour que, en tout cas, un certain nombre prennent la chose. Et puis, encore une fois, je reviens à l'enquête, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Pas pour revenir à Serge de Sampigny, mais si on veut savoir ce qui se passe dans la tête des anciens SS, c'est un sujet. S'il ne va pas voir les gens, s'ils n'essayent pas d'avoir des confidences, on n'a rien. Sinon, on a une théorie, on a des théories, on peut évidemment de sa chaise raconter n'importe quoi, mais c'est pas ça. C'est vrai que, d'ailleurs, il faut jamais oublier que l'histoire n'a jamais été écrite que par les vainqueurs et que le travail d'investigation est important. Absolument. Merci Benoît. Merci à vous Benoît. Tout de suite, on retrouve Claude qui nous appelle de Mirepoix, 0826 300 300. Bonjour à vous Claude. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour André Berkoff. Oui, bonjour Claude. J'écoute tous les jours votre émission parce que vous avez le courage d'aborder des sujets dont on ne parle pas, vous avez le courage d'inviter des gens qu'on n'invite pas, mais aujourd'hui je vais revenir sur un sujet dont tout le monde parle, qui est l'affaire Odoul, et j'ai été très content d'entendre Michel Vianès en fait, parce que ce qu'elle a développé, c'est le fait que en fait cette maman, elle accompagnait pas son fils, elle accompagnait tout un groupe d'enfants, donc ça change la valeur de son symbole. Et puis hier il y a eu un débat également entre Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit, où Luc Ferry, sur une base un peu différente, mais a repris les mêmes propos, en disant bon, l'image de l'enfant qui pleure, on nous fait ça, c'est l'appel à l'émotion, c'est pas l'appel à la raison. En fait, Odoul, quel que soit, je discute pas sur la forme, sur le fond, il pose un vrai problème, et je crois qu'il faut le dire. Et moi, si vous voulez, quand vous visitez des pays où il y a des coutumes différentes des nôtres, je ne vais pas prendre un pays musulman pour pas encore me faire taxer de racisme, mais vous allez en Thaïlande, il y a certains temples où vous ne pouvez pas rentrer si vous êtes en short, et ben on vous loue, on vous passe un pantalon et vous rentrez, vous appliquez les us et coutumes du pays dans lequel vous êtes. Chez nous en France, les us et coutumes, c'est qu'on ne peut pas se promener tout nu dans la rue, mais on ne peut pas non plus se promener en burqa, et qu'on considère que le voile est quelque chose qui manifeste la soumission de la femme et qu'on n'en veut pas. Et si vous me permettez une dernière
dernière chose, Je vous en prie, Claude, qui est quand allez-y. même typique, c'est l'intolérance de tous ces gens, parce que son voile, à la limite, qu'est-ce que ça lui aurait coûté de l'enlever et de faire une conférence de presse à la sortie en disant, vous voyez, c'est scandaleux, on m'a obligé à enlever mon voile, etc. Non, elle refuse de l'enlever. C'est comme si vous êtes, par exemple, les végétariens, ils refusent d'aller manger dans un truc où il y a de la viande. Moi, je mange de la viande, mais si j'ai un repas à faire végétarien, je vais manger. Je veux dire, l'intolérance est toujours du côté des minorités qui veulent prendre la place. Encore l'intolérance, Claude, à géométrie variable, et malheureusement aussi le manque, l'absence de précision et d'autorité de la part des gens qui sont censés faire la loi. On l'a vu avec Jean-Michel Blanquer, comme on l'avait vu il y a 30 ans avec Lionel Jospin, et ça, il serait temps, franchement, d'être un tout petit peu plus clair. J'ai une question à poser à Serge de Sampigny par rapport à son livre et par rapport... On voit très très bien, regardez les crispations, etc. Au fond, est-ce que les vieux SS que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils pensent encore ou pas du tout que l'histoire un jour, non pas leur rendra justice, faut quand même pas délirer, mais qu'ils se disent oui, mais un jour on reconnaîtra la part de l'importance que nous avons pu avoir, ou pas du tout, ils sont pas là-dedans. Je pense qu'ils aimeraient bien pouvoir dire ça, mais le problème, c'est qu'ils ont des enfants, des petits-enfants, que leurs petits-enfants, quand même, vont à l'école, qu'on leur raconte l'œuvre, le résultat du régime auquel ont adhéré leurs parents, leurs grands-parents, catastrophique, des génocides, etc. Et ils voient bien que leurs petits-enfants ne peuvent pas les suivre. Et est-ce qu'ils ont honte ? Est-ce qu'ils ont... Enfin, ils doivent être... Ça doit confronter, ils doivent être confrontés avec leurs enfants et petits-enfants. Mais ils pratiquent l'esquive, si vous voulez. Ils disent tous, ces SS-là, oui, il y a eu des choses, mais beaucoup moins qu'on dit, déjà. Hein. Et puis moi, j'y ai pas participé, donc sûr, mon petit, tu peux être fier de ton grand-père parce que j'ai trempé les mains dans rien du tout. Moi, j'ai servi un idéal, etc. Bon, je pense que de temps en temps, dans leur propre famille, on a envie d'y croire parce que c'est insupportable pour un jeune de 20 ans de se dire mon grand-père était SS. Alors, du coup, il tombe dans question d'image, si vous voulez, et il tombe dans une espèce d'argument, d'argutie qui consiste à dire oui, mon grand-père était SS, mais c'est pas du tout ce qu'on croit. Il a pas trempé, etc. Il n'est pas pareil que les autres. C'est toujours les autres. Le grand-père a toujours été. Alors, ça marche beaucoup par la manière dont ses propres petits-enfants vous considèrent. Vous voyez, pour ces gens qui ont plus de 90 ans, ils espèrent pas s'en sortir trop bien, mais ils espèrent ne pas s'en sortir trop mal, pour répondre à votre question. Hein. C'est ça, et en disant, moi j'ai participé à rien, de rien de grave. Voilà. On exagère toujours. Oui, bien sûr. Et en fait, il y a quelque chose on en parlait en micro, là, pendant la pause, il y a aussi quelque chose où vous me dites par rapport à ce que j'appelle cette idéologie. Est-ce que l'idéologie, au fond, elle n'est pas aussi forte aujourd'hui, quelle qu'elle soit ? C'est-à-dire, on a l'impression qu'à un moment donné, prenons Pol Pot, prenons pas Daesh, mais prenons Daesh ou Pol Pot ou autre, vous avez une idéologie qui prend le pouvoir, basé quelquefois sur la religion, basé quelquefois sur un marxisme complètement déformé ou autre, et cette idéologie... Comment est-ce que vous pouvez vous dire comment elle peut prendre le pouvoir à ce point, quoi ? On le voit tout le temps. Déjà, l'idéologie, il y en a qui ne la récusent pas. Pour nous, c'est négatif, l'idéologie. Mais normalement, l'idéologie, c'est la logique d'une idée. Donc les nazis trouvaient ça très bien. C'est l'organisation d'une pensée. Bon, vous avez des idéologies qui circulent pendant des siècles sans que ça morde. Moi, j'utilise souvent une image. C'est comme un petit engrenage qui tourne à vide. Vous voyez, ça tourne et puis tout le monde s'en fiche. Il y avait de l'antijudaïsme en Allemagne. Bon, mais il y avait des gens qui suivaient ça, mais c'était pas un grand mouvement. Et tout d'un coup, il y a un contexte qui fait que cette idéologie s'agrippe à d'autres roues dentées beaucoup plus grandes et ça provoque un mécanisme dévastateur. Il y a un engrenage qui se forme et cette idéologie devient dévastatrice alors que jusqu'à ce moment-là, on se disait oui, il y a bien des gens qui pensent ça, mais c'est pas grave, il y a toujours des cinglés partout, quoi. Voilà. Donc c'est ça, et ça on peut le vivre aujourd'hui, on peut le vivre demain. Votre image est très bonne quand quelque chose et la machine commence à s'emballer et à fonctionner. Au début, on se dit oui, mais c'est quelques résidus d'illuminés, on s'en fout. On a bien vu, l'Allemagne n'était pas nazie en 30. La Russie, d'ailleurs, n'était pas bolchevique en 1914. Il y avait un petit parti nazi, un petit parti bolchevique, un petit parti polpotien. Il y avait une minorité d'islamistes radicales daéchistes. Et puis, à un moment donné, ça prend.
C'est-à-dire que si on imagine aujourd'hui les auteurs d'attentats islamistes, on peut tout à fait imaginer, j'en sais rien, moi je veux pas réduire à ça, mais on peut imaginer un jeune un peu malheureux dans son coin, qui est dans une situation d'échec. Il n'a pas ce qu'il veut. Il a l'impression que sa vie est foutue d'avance. Et tout d'un coup, il y a sur Internet des choses qui l'agrippent un peu et qui font des petits clignotants. Et il va se dire, voilà une porte de sortie. Voyez. Et il y va. Merci. Serge de Sampigny. Et je rappelle, Serge de Sampigny, la référence de votre ouvrage, saisissant d'ailleurs, Dans la tête des SS, c'est publié chez Albin Michel. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio. Merci André Berkoff, vous revenez demain à midi dans tous vos états sur Sud Radio. La suite de notre journée, un peu de musique, un peu de poésie. Jacques Pessis, pardonnez-moi. Dans les clés d'une vie reçoit dans quelques instants André Manoukian. Belle journée à vous.